Alors, imaginez ça, une langue parlée par tout un peuple qui semble disparaître complètement. Mais en fait, non, elle survit en secret, cachée au cœur même du français qu'on parle tous les jours. C'est cette histoire incroyable, presque un thriller linguistique, qu'on va découvrir ensemble. La question c'est, comment le latin a-t-il vraiment pris le dessus sur le gaulois? On a tous cette image d'une conquête brutale, d'une langue imposée par la force qui aurait tout écrasé sur son passage. Mais vous allez voir, la réalité est bien plus subtile. C'est une histoire de politique, d'alliance et même d'une invitation. En fait, tout part, on pourrait dire, d'une situation très complexe. Quand Jules César débarque en Gaule en 58 avant notre ère, il n'arrive pas en conquérant, du moins pas officiellement. Il arrive parce qu'on l'a appelé à l'aide. Voilà, une arrivée inattendue. Ce sont les Éduins, une tribu gauloise qui appelle Rome au secours. Ils sont en conflit avec leurs voisins, les Helvètes, et ils voient en César un allié puissant. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet appel va déclencher une réaction en chaîne qui va littéralement changer la face de la Gaule et de sa langue pour toujours. Et cet appel, il est très concret. C'est Divisiaque, un druide éduin, qui va jusqu'au Sénat romain pour plaider leur cause. « Frères romains, venez en aide à vos frères ». Cette phrase, elle dit tout. Elle montre une Gaule qui n'est pas du tout un bloc uni. C'est un monde de rivalité, de guerres intestines, où certaines tribus sont prêtes à s'allier avec l'étranger, Rome, pour prendre le dessus sur leurs propres voisins. D'accord. Mais alors, qui sont-ils vraiment, ces Gaulois? Qui sont ces peuples que les Romains découvrent? Eh bien, il y a deux visions qui s'affrontent. D'abord, la vision romaine, un peu caricaturale. Pour eux, le Gallus, c'est le coq. Vaniteux, bruyant. Ce sont des brutes du Nord, un grand chaos qu'il faut venir civiliser. Et puis, il y a la réalité historique. Les Gaulois, ce sont des Celtes, une culture immense qui s'étend sur une bonne partie de l'Europe, avec une langue bien établie, des routes, une société organisée. Rien à voir avec le cliché. Et cette perspective romaine, elle est absolument fondamentale pour comprendre la suite. Ils se voient comme des sauveurs, ceux qui apportent l'ordre, la civilisation, face à ce qu'ils appellent le chaos local. C'est évidemment une justification parfaite pour leur intervention, une vision qui bien sûr ignore complètement la richesse de la culture qui était déjà là bien avant. Justement, parlons-en de cette culture. Et en particulier de sa langue. C'est vraiment un pilier de l'identité gauloise. Et pour voir à quel point cette langue était riche et structurée, il suffit de regarder un nom que tout le monde connaît, Vercingétorix. Ce n'est pas juste un prénom, c'est un titre, une description. Si on le décompose, Ver, ça veut dire grand, supérieur. Singeto, le guerrier, et Rix, le roi. Littéralement, le grand roi des guerriers. C'est quand même incroyable, non? Le nom raconte déjà toute une histoire. D'ailleurs, ce Rix gaulois qui veut dire roi, ça ne vous rappelle rien? Rex en latin, roi en français. Et ce n'est pas une coïncidence, regardez, mater en gaulois et en latin, mère en français. Ver gaulois, verus en latin pour vrai. En fait, le gaulois n'était pas du tout une langue sortie de nulle part. C'était une langue cousine du latin. Elles font toutes les deux partie de la même grande famille, celle des langues indo-européennes. Mais bon, la culture gauloise, ce n'est pas que des mots, c'est aussi, et peut-être surtout, une spiritualité très forte, des traditions, des croyances qui animent toute la société. Et c'est là qu'on touche à un point fascinant. Quel était le secret de leur puissance? Parce que oui, ils étaient de redoutables guerriers, mais leur force ne venait pas que des épées. Ils croyaient en quelque chose de plus, une force presque surnaturelle. Et là, attention, une mystérieuse potion magique qui donne force et courage aux soldats du chef Viridorix. Oui, vous avez bien lu. Une potion magique qui rend les guerriers invincibles. Ça ne vous rappelle rien? Eh bien oui, c'est ce genre de récit historique bien réel qui a directement inspiré Goscinny et Uderzo pour créer Astérix. La réalité a précédé la fiction. Les gardiens de ces secrets et de cette spiritualité, c'étaient les druides. Ils se réunissaient une fois par an au centre de leur monde, dans la forêt sacrée des Carnutes. Ils priaient près des sources d'eau, et le point le plus important, tout leur savoir, toute leur connaissance étaient transmises oralement. Jamais, au grand jamais, par écrit. C'était une culture de la parole, de la mémoire vivante. Et c'est justement parce que c'était une tradition orale que le gaulois a eu du mal à survivre face au latin, une langue de l'écrit, de l'administration. Mais il n'a pas totalement disparu. Il est devenu une sorte de fantôme, un fantôme qui hante encore notre langue française aujourd'hui. Oui, des centaines de mots gaulois sont encore parmi nous. Souvent, ce sont des mots très concrets, liés à la nature, à la terre, bouleau, chêne, truite, ou à des outils, charrue, javelot. Pourquoi cela? Parce que c'était des réalités locales que les Romains ne connaissaient pas forcément. Le plus simple pour eux, c'était d'adopter le mot gaulois qui existait déjà. Allez, une petite devinette pour voir à quel point c'est surprenant. Le mot budget, d'où est-ce qu'il vient? On pense tout de suite à l'anglais, non?
Eh bien, préparez-vous à un voyage dans le temps assez inattendu. Et voilà, la réponse budget vient du gaulois. C'est fou, non? À l'origine, il y a le mot gaulois bulga qui voulait dire petit sac en cuir. Ce mot passe en ancien français et devient bougette. Les Anglais nous l'empruntent, le gardent pendant des siècles, et puis il nous revient bien plus tard sous la forme budget. Un aller-retour linguistique incroyable. D'accord, mais alors, la grande question demeure. Si cette langue gauloise était si vivante, si riche, pourquoi a-t-elle fini par quasiment disparaître au profit du latin? Eh bien, la réponse n'est pas seulement la conquête militaire. C'est une histoire bien plus longue. Une sorte de lente séduction. D'abord, il y a eu une énorme pression sociale. On a des textes, comme celui du géographe romain Pomponius Mela, qui le disent clairement. Il écrit qu'il est impossible pour un Romain d'articuler ces mots barbares et disgracieux. En gros, par les Gaulois, c'était considéré comme pas très chic, pas civilisé. Pour s'intégrer, pour être bien vu, il fallait parler latin. Et cette intégration, elle ne s'est pas faite en un jour. Regardez cette chronologie. Ça commence en 58 avant Jésus-Christ avec l'arrivée de César, qui est, on le rappelle, invité. Presque un siècle plus tard, en 48 après Jésus-Christ, l'empereur Claude donne aux élites gauloises le droit de siéger au Sénat romain. C'est un geste énorme. D'ailleurs, on a retrouvé la preuve de ce discours gravé sur une plaque de bronze à Lyon. C'est donc bien une intégration progressive, pas une destruction. Et au final, le latin est devenu tout simplement incontournable. C'était la langue de l'administration, la langue du commerce, la langue de l'armée, la langue du pouvoir. Si on voulait faire carrière, s'enrichir, avoir de l'influence, il n'y avait pas le choix. Il fallait parler latin. C'était, en quelque sorte, l'anglais de l'époque. La clé qui ouvrait toutes les portes. Alors, si la langue est toujours une histoire de pouvoir, que nous dit la survie, même discrète, du gaulois? Ça nous dit qu'une culture, même quand elle est dominée, même quand elle est conquise, ne s'efface jamais complètement. Ces quelques centaines de mots qui restent, c'est comme l'ADN du gaulois dans le corps du français, le témoignage silencieux mais têtu d'un peuple et d'une langue qui refusent de totalement disparaître.